Une petite fille pauvre ramasse des bouteilles consignées pour payer l'opération qui pourrait sauver la vie de sa grand-mère, mais elle trouve une valise pleine d'argent et décide de la rendre à un jeune milliardaire. Il lui demande « Pourquoi ne t'en es-tu pas servi pour sauver ta grand-mère » Sa réponse le fait pleurer. Le ciel s'était réveillé gris ce matin d'hiver. Emma s'était levée au son de la toux faible de sa grand-mère venant de l'autre côté de la petite pièce. À 4 ans, elle savait déjà ce que cela signifiait. Marie n'allait pas bien, et aujourd'hui serait un autre jour à parcourir les rues de Lyon à la recherche de trésors oubliés. Assise sur son mince matelas, posé à même le sol, Emma observait Marie dormir. Sa respiration était difficile, comme si chaque souffle exigeait un effort immense. La fillette se leva en silence et alla vers le petit réchaud à gaz, dans le coin de la pièce unique, qui servait à la fois de chambre de cuisine et de salon. Prudemment, elle alluma la flamme comme Marie le lui avait appris et mit de l'eau à bouillir. La cabane de fortune où elle vivait se trouvait en lisière de Lyon, dans une banlieue que l'on évitait de mentionner dans les conversations polies. Le toit bricolé de bâches et de planches laissait pénétrer la pluie dès qu'elle tombait fort, et le sol en terre restait humide pendant des jours. Mais pour Emma, c'était le seul foyer qu'elle avait jamais connu, juste elle, et sa grand-mère contre le monde. Quand Marie se réveilla enfin, Emma avait déjà préparé une tisane avec des herbes données par une voisine. « Bonjour mon petit ange », dit Marie d'une voix rauque en essayant de se redresser sur le lit de fortune. « Bonjour grand-mère, j'ai fait du thé », répondit Emma, fièrement tenant la tasse ébréchée entre ses petites mains. Marie sourit, mais son sourire se transforma en grimace de douleur. Elle porta une main à sa poitrine et inspira profondément. « Ça fait très mal aujourd'hui », demanda Emma, même si elle en connaissait déjà la réponse. « Juste un peu, ma chérie, ça passera. » Mais Emma savait que ça ne passerait pas. Marie avait besoin de médecins, de médicaments coûteux et d'une opération que même avec l'aide sociale, elle ne pourrait pas couvrir entièrement. Au dernier rendez-vous à la clinique solidaire, le médecin avait été clair sans l'intervention, le cœur de Marie ne tiendrait plus longtemps. Emma n'allait pas à l'école comme les autres enfants. Il n'y avait pas d'argent pour une tenue des cahiers ou un cartable. Et surtout, quelqu'un devait s'occuper de Marie et essayer de gagner quelques euros. Alors chaque matin, après avoir aidé sa grand-mère à déjeuner et à préparer ses remèdes maison, Emma attrapait son sac en toile et sortait dans les rues pour chercher des bouteilles et des canettes à revendre au centre de recyclage. « Je reviens vite », dit Emma en embrassant le front ridé de sa grand-mère. « Ça va être une bonne journée, je le sens. » Marie passa la main dans les cheveux emmêlés d'Emma. « Souviens-toi, Emma, sois toujours honnête. Tout ce qui vient d'une mauvaise manière n'apporte jamais le bonheur. » Emma hocha la tête. C'était ce que sa grand-mère répétait chaque jour sans exception. « Je sais, grand-mère, je m'en souviendrai. » Son sac en toile sur l'épaule. Emma quitta la cabane et suivit le chemin de terre. Elle connaissait bien la route vers le centre-ville, là où les restaurants et les boutiques jetaient des bouteilles qui, pour elle, étaient de petits trésors. Le vent froid lui mordait le visage. Son manteau bien trop grand pour son petit corps venait d'une église du quartier. Ses bottes, 2 tailles trop grandes, avaient été trouvées dans une benne et rafistolées par Marie. Emma ne s'en plaignait pas. Elle était habituée à vivre avec ce qu'elle trouvait. Une fois arrivée dans le centre de Lyon, elle commença sa chasse quotidienne. Elle fouillait dans les poubelles publiques, demandait dans les brasseries, regardait derrière les restaurants. À la fin de la matinée, son sac était déjà à moitié plein, mais elle savait qu'il lui en faudrait bien plus pour espérer payer les médicaments de Marie. C'est alors qu'elle décida d'essayer un endroit nouveau. Au bout de la grande avenue se trouvait un hôtel de luxe où des gens riches entraient et sortaient avec des valises élégantes et des vêtements impeccables. Emma n'y était jamais allée intimidée par les agents de sécurité à l'entrée, mais aujourd'hui, quelque chose l'y poussait.
En longeant discrètement le bâtiment, elle repéra une zone de service où arrivèrent les camions de livraison. Elle se cacha derrière quelques buissons et attendit le bon moment pour s'approcher des bennes sans être vue. Quand un employé entra dans l'hôtel avec des cartons vides, Emma courut jusqu'à l'endroit. C'est alors qu'elle vit quelque chose d'étrange, derrière l'une des grandes bennes, une valise. Une valise chère en cuir, brun à moitié caché, comme si quelqu'un l'avait laissée là à la hâte ou par erreur. Emma regarda autour d'elle. Personne. Prudemment, elle s'approcha. La valise n'était pas verrouillée. Le loquet était légèrement ouvert, comme si elle l'invitait à l'examiner. Le cœur d'Emma battait fort, tandis que ses petits doigts touchaient le fermoir. Elle avait un peu peur, mais sa curiosité était plus forte. D'un geste rapide, elle ouvrit la valise. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. De l'argent. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu même en rêve. Des liasses de billets soigneusement rangés, empilés avec précision à l'intérieur de la valise en cuir. Emma en prit une dans ses mains tremblantes, faisant glisser ses doigts sur les billets. C'était réel. Tout cet argent était réel. Son esprit d'enfant commença immédiatement à calculer ce que cela signifiait de l'argent pour l'opération de Marie, pour ses médicaments pour une vraie maison, avec des murs qui ne laissaient pas passer le froid, et un toit qui ne fuyait pas sous la pluie. De l'argent pour manger chaud tous les jours. Grand-mère pourrait guérir, murmura-t-elle en serrant la liasse contre sa poitrine. Les images de Marie lui revinrent allongée sur son matelas, fin essayant de cacher la douleur. Emma se souvint de la nuit précédente, quand elle avait entendu sa grand-mère pleurer en silence, croyant qu'elle dormait. Elle se souvint des fois où Marie refusait de manger pour qu'Emma ait assez. Avec cet argent, elle ne souffrira plus. Emma regarda autour d'elle. Personne ne l'avait vue. Personne ne saurait jamais. Elle pouvait refermer la valise, la tirer jusqu'à leur cabane, et elle ne serait plus jamais affamée. Plus jamais elle ne verrait Marie dépérir. Ses doigts se resserrèrent sur le loquet, prêts à le refermer. Mais les mots de Marie résonnèrent dans sa tête. Tout ce qui vient d'une mauvaise manière n'apporte jamais le bonheur. Emma se figea. Marie avait toujours été honnête même dans les pires moments. Même lorsqu'elle n'avait rien à manger, elle n'avait jamais volé ni trompé personne. Elle répétait toujours que l'honnêteté était la seule chose que personne ne pouvait leur enlever. « Moss, mais grand-mère a besoin de l'opération. » pensa Emma, se disputant avec elle-même, tandis que des larmes commençaient à rouler sur ses joues sales. « Si je ne prends pas l'argent, elle va... » Elle ne put même pas achever la phrase. L'idée de perdre Marie ressemblait à un trou noir capable d'engloutir toute la joie du monde. Les yeux pleins de larmes. Emma fixa de nouveau l'argent. Ce serait tellement facile, mais était-ce juste? Qu'est-ce que grand-mère ferait? Se demanda-t-elle à voix basse. La réponse arriva immédiatement. Marie rendrait la valise. Marie ferait ce qui était juste, même si cela signifiait continuer à souffrir. Sanglotant, Emma reposa la liasse de billets dans la valise. Elle la referma fermement, comme pour se retenir de changer d'avis. Les larmes tombaient librement maintenant, brouillant sa vue. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas décevoir grand-mère. » La décision était prise. Avec difficulté, Emma commença à traîner la lourde valise hors de sa cachette. Elle savait où se trouvait le commissariat de police, elle passait souvent devant pendant ses errances dans la ville. Le trajet fut éprouvant. La valise était lourde et Emma dut s'arrêter plusieurs fois pour reposer ses bras maigres. Les passants la regardaient intrigués par cette petite fille qui tirait une valise de luxe sur le trottoir, mais personne ne s'arrêta pour l'aider. Lorsqu'elle atteignit enfin le commissariat du 15e arrondissement, Emma était épuisée. Son visage portait encore les traces de larmes, mais dans ses yeux brillait une détermination surprenante. Elle entra timidement, observant ce lieu étrange et intimidant. Un policier, derrière un haut comptoir, la remarqua. « Bonjour, petite.
Tu es perdu, demanda-t-il en se penchant pour mieux la voir. Emma inspira profondément et poussa la valise vers lui. J'ai trouvé ça derrière le grand hôtel. Il y a beaucoup d'argent dedans. Le policier fronça les sourcils avec suspicion, mais se leva et contourna le comptoir. Lorsqu'il ouvrit la valise et en découvrit le contenu, son expression changea complètement. « Mon Dieu !» murmura-t-il, regardant Emma puis la valise, puis de nouveau Emma. « Tu as dit que tu l'avais trouvé où? »« Derrière le grand hôtel, caché près des poubelles. » répondit Emma, essayant d'avoir l'air courageuse, même si la réaction du policier l'effrayait. Bientôt d'autres agents se rassemblèrent autour, posant des questions et prenant des photos de la valise. Emma raconta tout exactement comme cela s'était passé, y compris qu'elle avait presque décidé de garder l'argent, mais s'était rappelé ce que sa grand-mère lui avait appris. « Il doit y avoir presque 150 000 € ici, » commenta l'un des policiers à un collègue. La petite aurait très bien pu disparaître avec. Ma grand-mère dit que tout ce qui vient d'une mauvaise manière n'apporte jamais le bonheur, répondit Emma, serrant son sac de recyclage contre elle comme un bouclier. Les policiers échangèrent des regards impressionnés. L'un d'eux s'accroupit pour se mettre sa hauteur. « Comment t'appelles-tu, ma petite? »« Emma. Emma Morel. »« Et où habites-tu, mistress? »« Emma. » Emma hésita. Elle avait peur de parler de la cabane de Marie qui était malade. Et s'il voulait les séparer, mais elle décida d'être honnête. « J'habite avec ma grand-mère au bout de la rue des Peupliers, dans une petite cabane. » Pendant qu'Emma attendait, les policiers passèrent des coups de téléphone et remplirent des papiers. Ils lui offrirent un chocolat chaud et des biscuits qu'elle accepta timidement, gardant discrètement la moitié pour Marie. 3 heures plus tard, la porte du commissariat s'ouvrit brusquement et un homme entra précipitamment. Il était grand bien habillé, les cheveux sombres soigneusement coiffés en arrière et dégageait une impression d'importance. Il semblait à la fois inquiet et soulagé lorsque les policiers le conduisirent vers la valise. « Dieu merci », souffla-t-il en voyant que tout était intact. « Je pensais avoir tout perdu. » L'agent qui avait d'abord parlé à Emma désigna la fillette assise sur une chaise bien trop grande pour elle, les jambes pendant dans le vide. « Vous devriez remercier cette petite. C'est elle qui l'a trouvée et nous l'a apportée. » L'homme regarda Emma avec curiosité. Il s'approcha lentement comme s'il avait du mal à croire ce qu'il voyait. « C'est toi qui as trouvé ma valise. » Emma hocha la tête sans parler. « Et tu l'as apportée ici toute seule. » Nouveau hochement de tête. L'homme s'accroupit devant elle, plongeant ses yeux dans les siens. « Je suis Mathieu Perrin. Cette valise, cet argent, il servait pour une affaire très importante. Si je l'avais perdu. » Il secoua la tête, incapable de terminer sa phrase. « Pourquoi ne l'as-tu pas gardée? » Beaucoup d'adultes l'auraient fait. Emma baissa les yeux vers ses petites mains, sales. « J'y ai pensé, » avoua-t-elle d'une voix très basse. « Ma grand-mère est très malade et a besoin d'une opération qui coûte cher. » Sa sincérité surprit Mathieu, qui ne s'attendait pas à une telle confession. « Elle a un problème au cœur, » continua Emma, sa petite voix se brisant. « Le médecin a dit qu'elle a besoin d'une opération ou... » Elle ne put finir. Mais ma grand-mère Marie dit toujours que tout ce qui vient d'une mauvaise manière n'apporte jamais le bonheur. Et cet argent n'était pas à nous. Mathieu resta silencieux quelques instants, observant cet enfant aux vêtements trop grands, aux yeux sincères qui semblaient voir quelque chose que tant d'adultes avaient oublié. « Tu es une petite fille vraiment spéciale, Emma, » dit-il enfin. « Vraiment spéciale. » Il se leva et parla brièvement avec les policiers. Puis il revint vers Emma, tenant quelque chose dans la main. « J'aimerais te donner une récompense pour ton honnêteté, » dit-il en lui tendant une liasse de billets. « C'est à toi. Ce n'est qu'une petite partie de ce que tu m'as sauvé, mais j'espère que cela aidera ta grand-mère. » Emma fixa l'argent sans bouger. Elle pensa à Marie, à ses médicaments, à l'opération.
Mais quelque chose la troublait. « Ce n'est pas mal d'accepter ça », demanda-t-elle doucement. Mathieu sourit. « Non, Emma, ce n'est pas mal. C'est une récompense méritée. C'est la bonne manière de recevoir quelque chose. » Emma semblait encore hésitante. Les larmes revinrent dans ses yeux. « Je veux juste que ma grand-mère ne soit plus malade, » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je ne veux plus qu'elle souffre. » Ces mots simples, directs, percutèrent Mathieu comme un coup de poing. Soudain, ses yeux se remplirent de larmes. Il se détourna rapidement pour les cacher, mais il ne put les retenir. Une larme roula sur la joue de Mathieu, puis une autre. Les policiers le regardèrent avec surprise. Mathieu Perrin était connu dans la ville comme un homme d'affaires impitoyable, toujours concentré sur les résultats et les chiffres. Le voir ému aux larmes par les mots d'une enfant était totalement inattendu. Emma remarqua ses larmes. « Pourquoi vous pleurez ?» demanda-t-elle doucement. Mathieu tenta de se ressaisir, essuyant discrètement son visage. « Parce que tu m'as rappelé quelque chose d'important, quelque chose que j'avais oublié, » répondit-il d'une voix étranglée. Il lui tendit de nouveau l'argent, et cette fois Emma l'accepta timidement, glissant la liasse avec soin dans la poche de son manteau. « Merci, » dit-elle. Mathieu hocha la tête, luttant encore contre son émotion. « Emma, où habites-tu? Je vais te ramener chez toi. »« C'est loin d'ici, » dit Emma. « Au bout de la rue des Peupliers. »« Aucun problème, » répondit Mathieu. « Ma voiture est juste devant. Ta grand-mère doit s'inquiéter. » Emma hésita un instant. Marie lui avait toujours dit de ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu, mais Mathieu ne lui paraissait plus vraiment étranger. « D'accord, » accepta-t-elle enfin. Alors qu'ils quittèrent le commissariat, l'agent qui avait d'abord aidé Emma s'approcha de Mathieu. « Monsieur Perrin, ce quartier, eh bien, ce n'est pas le meilleur endroit de la ville. » Mathieu regarda Emma qui attendait patiemment en serrant son sac de recyclage. « Ce n'est rien, » répondit-il. « Je veux rencontrer la femme qui a appris à cette petite à être si honnête. » Ils sortirent ensemble. Une élégante voiture noire attendait au bord du trottoir avec un chauffeur en uniforme qui leur ouvrit la porte. Emma n'était jamais montée dans une voiture aussi belle et resta fascinée par les sièges en cuir et l'intérieur impeccable. « Rue des Peupliers James », ordonna Mathieu au chauffeur aidant Emma à s'installer. Quand la voiture s'éloigna du centre-ville, le paysage urbain commença à changer. Les bâtiments élégants laissèrent place à des constructions plus modestes, puis à des maisons délabrées et enfin à un petit secteur de fortune précaire en périphérie. « C'est là-bas », indiqua Emma, alors qu'ils arrivaient dans une rue de terre bordée de cabanes faites de matériaux récupérés. Plus ils s'enfonçaient, plus les habitations semblaient fragiles. Le chauffeur ralentit, jetant un regard inquiet à Mathieu dans le rétroviseur. « C'est tout au bout », expliqua Emma, « là où il y a les arbres. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Mathieu sentit sa gorge se serrer. Ce qu'Emma appelait chez elle n'était en réalité qu'une petite cabane, faite de planches de carton et de bâches. Le toit était rafistolé avec du plastique et le sol n'était que de la terre battue. Une construction si fragile qu'un seul coup de vent aurait pu l'emporter. « Tu habites ici ?» demanda Mathieu, incapable de cacher sa surprise. Emma hoqua la tête, ne comprenant pas ce qui posait problème. Pour elle, c'était simplement la maison. « Viens, » dit-elle en ouvrant la porte de la voiture. « Je veux montrer à grand-mère l'argent que vous m'avez donné. » Mathieu descendit du véhicule et suivit Emma le long du sentier de terre menant à la porte de la cabane. En s'approchant, il remarqua des détails révélant une certaine attention. Malgré la pauvreté extrême, un pot avec des fleurs sauvages à l'entrée. Un balai posé contre le mur, le sol soigneusement balayé. Emma frappa à la porte. « Grand-mère, c'est moi, j'ai amené quelqu'un. » Un silence, puis des pas lents, et enfin, la porte s'ouvrit.
Une femme âgée très mince et fragile apparut. Son visage était pâle, marqué par la fatigue et la maladie, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant sa petite fille. Marie semblait bien plus âgée que son âge réel, usé par les épreuves. « Emma, ma chérie, je commençais à m'inquiéter. » Sa voix faible s'interrompit lorsqu'elle remarqua Mathieu. « Oh, bonjour, puis-je vous aider? » Malgré sa fragilité évidente, il y avait dans son ton une dignité et une courtoisie qui surprirent Mathieu. Il s'était attendu à de l'amertume ou de la méfiance, mais n'y vit que de la bonté. « Voici Monsieur Mathieu », expliqua Emma avec excitation. « J'ai trouvé sa valise pleine d'argent et je l'ai emmené à la police. Il m'a donné une récompense. Regarde, grand-mère. » Emma sortit l'argent de sa poche et le montra fièrement. « Maintenant, on peut acheter tes médicaments et peut-être commencer à économiser pour l'opération. » Marie regarda l'argent, puis Mathieu. Ses yeux se remplirent d'émotion et de gratitude. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Appelez-moi Mathieu, » répondit-il encore bouleversé par la scène. « Et c'est moi qui devrais vous remercier. Votre petite fille. » Il hésita, cherchant les mots. « Elle est extraordinaire. » Marie sourit un sourire qui illumina son visage fatigué. « Voulez-vous entrer prendre un peu de thé avec nous? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est offert de bon cœur. » Mathieu regarda la petite cabane, le visage plein d'espoir d'Emma, la douceur dans les yeux de Marie, et sentit quelque chose bouger en lui. Tout le luxe dans lequel il vivait, toutes les affaires qu'il concluait, tout l'argent qu'il accumulait. Rien ne semblait aussi précieux que cette invitation simple et sincère. « Ce serait un honneur, » répondit-il en se penchant pour passer la basse porte et entrer dans le petit monde d'Emma et de Marie. 3 semaines passèrent depuis ce jour-là. En si peu de temps, Mathieu était devenu une présence constante dans leur vie. Presque chaque jour après le travail, sa voiture noire se garait à l'entrée de la rue des Peupliers, et Mathieu rejoignait la petite cabane à pied, toujours en apportant quelque chose, de la nourriture, des couvertures, des médicaments pour Marie. Au début, Marie avait tenté de refuser. « Vous faites déjà tant pour nous », disait-elle d'une voix faible mais ferme. Mais Mathieu insistait, assurant que cela ne représentait rien, qu'il appréciait leur compagnie, qu'il se sentait bien là. La vérité était que cette humble cabane était devenue d'une manière inexplicable un endroit où il trouvait la paix. Loin des bureaux luxueux, des réunions tendues et des gens qui ne s'intéressaient qu'à son argent, il pouvait simplement s'asseoir autour d'une table improvisée, boire du thé dans des tasses ébréchées et parler de choses simples. Emma l'accueillait toujours avec un câlin enthousiaste. Pour elle, Mathieu était comme un prince sorti d'un des rares livres d'histoire que Marie avait réussi à lui trouver. Elle ne comprenait pas complètement le monde dont il venait, mais elle savait qu'il était gentil, et cela lui suffisait. Cet après-midi-là, pourtant, Mathieu arriva plus tôt que d'habitude. Il trouva Emma assise devant la cabane. Les bras autour de ses genoux, une inquiétude inhabituelle dans son jeune visage. « Bonjour Emma, » dit-il, en s'agenouillant à sa hauteur. « Regarde. Tout va bien. » Emma secoua la tête. « Grand-mère n'arrive pas à se lever aujourd'hui. Elle dit qu'elle est juste fatiguée. » Mais sa voix tremblait. Elle ne reste jamais au lit toute la journée. Mathieu sentit une pointe d'angoisse. Lors de ses récentes visites, il avait remarqué que Marie semblait de plus en plus pâle, plus fragile, toussant plus souvent. « Je peux entrer pour la voir ?» demanda Mathieu. Emma acquiesça et lui prit la main pour le guider. À l'intérieur de la cabane, l'air était étouffant. Marie était allongée sur son lit, trop fin, couverte par la couverture que Mathieu avait apportée la semaine précédente. Sa respiration était audible, difficile, laborieuse. « Marie » appela Mathieu doucement. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Un faible sourire éclaira son visage. « Mathieu, je ne t'attendais pas si tôt, » murmura-t-elle. « Emma m'a dit que tu ne te sentais pas bien aujourd'hui. » Marie tenta de faire un geste vague de la main. « J'ai juste besoin de repos. J'irai mieux demain. »
Mathieu s'approcha et s'assit au bord du matelas. Même sans grande connaissance de l'aide médicale, il voyait que la situation était grave. La peau de Marie avait une teinte grisâtre, ses lèvres étaient légèrement bleutées. Quand il posa sa main sur son front, il le trouva froid et moite. « Depuis combien de temps es-tu comme ça ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix calme. « Ça a commencé hier soir. Mais j'ai déjà eu des mauvais jours, ne t'inquiète pas. » Mais Mathieu s'inquiétait. Terriblement. Il regarda Emma, qui observait sa grand-mère avec des yeux agrandis par la peur. « Emma, ma puce, peux-tu apporter un verre d'eau passant pour ta grand-mère? » Quand la petite sortit, Mathieu se pencha vers Marie et parla à voix basse. « Marie, tu dois voir un médecin. Tu n'es pas bien. »« Les médecins coûtent cher. C'est notre cher, Mathieu. »« J'ai de l'argent. » Marie ferma les yeux un instant. « Tu as déjà fait tellement pour nous. Je ne peux pas accepter davantage. »« Ce n'est pas une question d'accepter ou non, » répondit-il d'une voix ferme mais douce. « C'est une nécessité. Tu as besoin de soins médicaux. Et Emma a besoin de toi. » Au nom d'Emma, il vit les yeux de Marie se remplir de larmes. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Si je vais à l'hôpital et que je ne reviens pas, qu'adviendra-t-il d'elle? » Mathieu comprit alors la véritable peur de Marie. Ce n'était ni la douleur, ni la maladie qui l'effrayait, mais l'idée de laisser Emma seule au monde. « Je te promets que je m'occuperai d'elle, » dit-il, surpris lui-même par la force de ses propres mots. « S'il arrive quoi que ce soit, ce qui n'arrivera pas, parce que nous allons trouver les meilleurs médecins. Mais si ça devait arriver, Emma ne sera jamais seule. Je te le jure. » Marie le regarda longuement, comme pour sonder la sincérité derrière ses paroles. « Pourquoi fais-tu tout ça pour nous? » « Mathieu, nous ne sommes que des inconnus qui ont croisé ton chemin par hasard. » La question le prit au dépourvu. Pourquoi était-il aussi impliqué? Il aurait pu donner une récompense à Emma et reprendre sa vie. « Je ne peux pas l'expliquer, » admit-il. « Je sais seulement que vous deux, vous avez changé quelque chose en moi. Vous m'avez rappelé des choses importantes que j'avais oubliées. » Emma revint avec le verre d'eau, marchant lentement pour ne pas en renverser. Mathieu aida Marie à se redresser pour boire. Elle réussit à avaler quelques gorgées avant de retomber épuisée par l'effort. « J'appelle le SAMU », décida Mathieu en sortant son téléphone. « Non », s'exclama Marie avec plus d'énergie qu'elle n'en paraissait capable. « Je ne veux pas effrayer Emma. » Mathieu regarda la fillette qui suivait la scène, les yeux pleins d'angoisse. « Alors laisse-moi t'emmener à l'hôpital dans ma voiture. Ce sera plus confortable et Emma pourra venir avec nous. » Après un moment d'hésitation, Marie hocha la tête. « Emma, ma chérie, » appela Mathieu. « Je dois emmener ta grand-mère voir un médecin. Elle a besoin d'aide et on ne peut pas lui donner ici. Tu comprends? » Emma hocha la tête, les yeux déjà mouillés. « Elle va guérir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mathieu voulut lui promettre oui, mais il ne pouvait pas mentir. « On va faire tout ce qu'on peut pour qu'elle aille mieux. » Doucement, Mathieu souleva Marie dans ses bras. Elles pesaient incroyablement peu, comme si elles étaient faites de papier. Emma courut ouvrir la porte et ils se dirigèrent ensemble vers la voiture où le chauffeur de Mathieu les attendait. « L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière James, aussi vite que possible, » ordonna Mathieu en installant Marie à l'arrière et en aidant Emma à monter. Pendant le trajet, l'état de Marie sembla empirer. Sa respiration devint encore plus difficile et elle sombrait par moments dans l'inconscience. Emma lui tenait la main, les larmes coulant en silence. « Grand-mère, guéris s'il te plaît, sois forte. » Mathieu n'avait jamais ressenti un tel sentiment d'impuissance que dans ce moment-là, voyant l'angoisse silencieuse d'Emma et la lutte de Marie pour respirer. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, une équipe médicale les attendait déjà alertés par l'appel de Mathieu pendant le trajet. Marie fut immédiatement transférée sur un brancard et emmenée à l'intérieur,
laissant Mathieu et Emma dans la salle d'attente. « Où est-ce qu'il l'emmène » demanda Emma, agrippant la main de Mathieu. « Là où les médecins pourront mieux s'occuper d'elle. Viens, on va s'asseoir et attendre des nouvelles. » Ils s'installèrent dans le hall. Emma était agitée, les yeux fixés sur les portes par lesquelles Marie avait disparu. Mathieu tenta de la distraire avec des histoires et des petits jeux improvisés, mais la fillette était ailleurs. Presque 2 heures plus tard, un médecin s'approcha d'eux. Son visage était grave. « Monsieur Perrin, puis-je vous parler en privé ?» Mathieu regarda Emma, qui sembla encore plus effrayée par cette demande. « C'est sa petite fille. Vous pouvez parler devant elle, mais... S'il vous plaît, soyez délicat. » Le médecin hocha la tête et s'accroupit légèrement pour être à la hauteur d'Emma. « Ta grand-mère est très malade, ma petite. Son cœur ne fonctionne plus correctement, et cela affecte d'autres organes aussi. Nous lui donnons des médicaments pour l'aider à se sentir un peu mieux, mais elle doit rester à l'hôpital. »« Pour combien de temps ?» demanda Emma presque dans un souffle. « Nous ne le savons pas encore. Nous devons faire plusieurs examens, mais il est très important qu'elle reste ici pour recevoir les soins nécessaires. » Mathieu intervint. « Docteur, quel est exactement son état? » « Une insuffisance cardiaque avancée. Elle a besoin d'une opération de manière urgente, mais nous devons d'abord la stabiliser et faire d'autres analyses pour déterminer la meilleure approche. »« Combien coûte cette opération ?» demanda Mathieu sans hésitation. Le médecin inspira profondément. « C'est une intervention lourde et coûteuse, surtout avec les soins intensifs avant et après. Nous parlons de plusieurs milliers d'euros. »« Le coût n'a aucune importance, » déclara Mathieu. « Faites tout ce qui est nécessaire, je paierai. » Le médecin parut surpris, puis acquiesça. « Je vais demander à l'équipe de commencer les préparatifs immédiatement. Madame Morel demande à voir sa petite fille. Voulez-vous la voir avant que nous l'emmenions pour d'autres examens? » Emma se leva aussitôt anxieuse. Mathieu l'accompagna dans les longs couloirs blancs de l'hôpital, essayant de la préparer à ce qu'elle allait découvrir. « Ta grand-mère va avoir des tubes et des machines pour l'aider à aller mieux. Ça peut sembler effrayant, mais tout cela est pour son bien. »« D'accord, » murmura Emma. Mais lorsqu'ils entrèrent dans la chambre et virent Marie branchée à des moniteurs, un tube d'oxygène dans le nez, une perfusion au bras, Emma se figea à l'entrée choquée. Marie ouvrit les yeux en sentant leur présence et tenta de sourire. « Emma » appela-t-elle faiblement. « Viens, ma chérie. » Emma s'approcha prudemment, observant tout l'équipement avec des yeux grands et effrayés. « Ça fait mal » demanda-t-elle en touchant doucement la main de sa grand-mère. « Pas trop » répondit Marie. « Les médecins m'aident à me sentir mieux. » Mais même un enfant de 4 ans pouvait voir que Marie était très malade. Emma se pencha et embrassa doucement la joue de sa grand-mère. « Tu vas guérir » déclara-t-elle comme si c'était une certitude absolue. « Je vais essayer, mon ange. » À ce moment-là, les infirmières entrèrent expliquant qu'elles devaient emmener Marie pour d'autres examens. Lorsqu'elles commencèrent à pousser le lit, la réalité sembla s'abattre sur Emma d'un coup. Elle courut vers le brancard, saisissant la main de sa grand-mère. « Non, ne l'emmenez pas, grand-mère ne part pas. » Mathieu posa doucement ses mains sur les épaules d'Emma. « Emma, ils doivent faire ça pour l'aider à guérir. »« Mais si elle ne revient pas ?» pleura Emma, les larmes coulant librement. « Et si elle part comme maman et papa ?» Le cœur de Mathieu se serra. Il ne savait pas qu'Emma avait perdu ses parents, même si, vu sa vie, il aurait dû le deviner. Malgré sa faiblesse, Marie tendit la main vers Emma. « Emma, regarde-moi. Je vais me battre de toutes mes forces pour revenir vers toi. Mais en attendant, tu dois être courageuse. Tu peux faire ça pour moi? » Emma sanglota, hochant la tête malgré elle. « Promets que tu reviendras. » Marie hésita. Mathieu vit la peur dans ses yeux, la peur de promettre quelque chose qu'elle ne pouvait pas garantir.
Je te promets d'essayer de tout mon cœur, dit-elle finalement. Les infirmières emmenèrent le lit et Emma resta là regardant sa grand-mère s'éloigner au bout du couloir. Quand les portes se refermèrent, elle s'effondra les épaules tremblantes sous le poids de ses sanglots. « Je ne veux plus que ma grand-mère soit malade », cria-t-elle, ses pleurs résonnant dans le couloir stérile. Mathieu s'agenouilla et la serra contre lui pendant qu'elle pleurait sur son épaule. Il n'y avait pas de mots pour apaiser cette douleur, alors il resta là offrant le seul réconfort possible, plus tard dans une petite salle d'attente privée que Mathieu avait arrangée. Emma était recroquevillée dans un fauteuil trop grand, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Une infirmière compatissante lui avait apporté du jus et des sandwichs, mais Emma n'y toucha presque pas. « Emma, » dit doucement Mathieu, « les médecins disent que ta grand-mère doit rester à l'hôpital quelques jours, peut-être même quelques semaines. Je veux rester avec elle, » répondit Emma immédiatement. « Je sais et tu pourras lui rendre visite tous les jours. Mais tu ne peux pas dormir ici à l'hôpital et... » Mathieu s'interrompit, réalisant qu'Emma ne pouvait pas retourner seule à la cabane. « Tu ne peux pas rester toute seule à la maison. »« Je peux aller chez Madame Ramirez, » proposa Emma en parlant d'une voisine. « Elle m'a déjà gardée quand grand-mère était malade. » Mathieu secoua la tête. « Emma, ta grand-mère aura besoin de beaucoup de temps pour guérir complètement. Même après l'hôpital, elle aura besoin d'un endroit propre, confortable, avec quelqu'un pour s'occuper d'elle. » Le visage d'Emma exprima d'abord la compréhension, puis le désespoir. Elle savait que la cabane n'était pas ce genre d'endroit. Mais où allons-nous aller? Mathieu prit une profonde inspiration. L'idée s'était formée dans son esprit depuis plusieurs heures et maintenant il savait que c'était la bonne décision. « J'ai une grande maison avec beaucoup de chambres vides. Je voudrais vous inviter à y rester toi et ta grand-mère pendant qu'elle est à l'hôpital. Et quand elle ira mieux, vous pourrez y rester, jusqu'à ce qu'on trouve un endroit plus adapté pour vous deux. » Emma le regarda méfiante. « Ta maison est loin de l'hôpital. Non seulement à une vingtaine de minutes. On pourra aller voir ta grand-mère tous les jours, je te le promets. Et grand-mère pourra y venir aussi quand elle sortira de l'hôpital. Oui, bien sûr. J'ai une chambre au rez-de-chaussée qui serait parfaite pour elle. Et tu pourras choisir n'importe quelle autre chambre pour être la tienne. » Emma réfléchit, son petit visage soudain très sérieux, sous le poids de la décision. « Je ne sais pas. Grand-mère dit toujours qu'on ne doit pas déranger les autres. »« Vous ne me dérangerez pas, Emma. En fait, Mathieu hésita, étonné par la vérité de ses propres mots. « J'aimerais avoir de la compagnie. Ma maison est bien trop grande pour une seule personne. » Juste à ce moment-là, le médecin revint. Il annonça que Marie était stable, mais qu'elle devait rester en réanimation au moins 48 heures. Les premiers résultats confirmaient qu'une opération était indispensable dès qu'elle serait assez forte. « Elle demande sa petite-fille, » ajouta-t-il. « Je crois qu'elle veut lui parler avant qu'on la transfère en réanimation. » Emma saisit la main de Mathieu et ensemble ils suivirent le médecin vers la chambre où Marie attendait entourée de machines encore plus nombreuses. « Emma » appela Marie en les voyant. « Viens, mon ange. » La fillette s'approcha prudemment du lit. « Les médecins disent que je dois rester ici pendant un moment, » expliqua Marie d'une voix faible. « Et tu ne pourras pas rester à l'hôpital avec moi. » Mathieu dit que je peux aller chez lui, répondit Emma. « Et ensuite, quand tu iras mieux, tu viendras aussi. » Marie regarda Mathieu surprise. « C'est vrai, » confirma-t-il. « J'ai beaucoup d'espace. Ce serait un honneur de vous accueillir toutes les deux. » Marie resta silencieuse, absorbant l'offre. « Mathieu, c'est tellement généreux. Je ne peux pas accepter. »« S'il te plaît, grand-mère, » l'interrompit Emma, les yeux de nouveau remplis de larmes. « Je ne veux pas être loin de toi. Et si on va chez lui, je pourrais te voir tous les jours. » Le médecin entra alors, expliquant qu'il devait transférer Marie en réanimation immédiatement. « Marie, » dit Mathieu précipitamment, « je vous en prie, acceptez, pour Emma, et pour vous aussi. Vous avez besoin d'un vrai endroit pour vous remettre après l'opération.
Marie regarda le visage bouleversé d'Emma, puis Mathieu. Elle était trop épuisée pour discuter, et au fond, elle savait qu'il n'y avait aucune autre solution. « D'accord, » finit-elle par murmurer. « Merci, Mathieu. » Lorsque les infirmières emmenèrent Marie, M s'agrippa à Mathieu, la peur visible dans chaque ligne de son petit corps. « Elle reviendra, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Nous ferons tout notre possible pour qu'elle revienne, » répondit Mathieu en serrant sa petite main dans la sienne. « Maintenant rentrons. Nous reviendrons demain la voir. » Emma acquiesça à contre-cœur. En quittant l'hôpital, sa minuscule main serrait celle de Mathieu comme si elle s'accrochait au dernier point stable d'un monde soudain effrayant et incertain. La première nuit d'Emma dans le manoir de Mathieu fut agitée. Malgré le lit moelleux aux draps de coton égyptien, la grande chambre pleine de jouets que Mathieu avait achetés en urgence et la gentillesse de la gouvernante Madame Wilson, elle dormit à peine. Dès que le soleil se leva, elle était déjà assise au bord du lit, serrant contre elle l'unique objet qu'elle avait apporté de chez elle, un vieux lapin en chiffon que Marie lui avait cousu avec des chutes de tissu. La chambre qu'il avait préparée pour elle se trouvait au premier étage du manoir, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Il avait demandé à Madame Wilson de retrouver dans le grenier quelques jouets de son enfance, et en avait acheté beaucoup d'autres sur le chemin du retour. Il y avait aussi des livres pour enfants, des crayons de couleur du papier, tout ce qu'il imaginait qu'une fillette de 4 ans pourrait désirer. Lorsque Mathieu frappa doucement le matin, il trouva Emma déjà habillée, serrant fort son lapin en chiffon. « Bonjour », dit-il d'un ton qu'il voulut enjouer. « Tu as bien dormi. » Elle hocha simplement la tête, mais ses yeux fatigués disaient le contraire. « Tu as faim. Madame Wilson a préparé des crêpes. »« Je veux aller voir mamie, » dit Emma, ignorant toute mention de nourriture. Mathieu hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, mais il faut manger un peu d'abord. Les visites à l'hôpital ne commencent qu'à 10 heures et il est seulement 7 heures. » Emma le suivit en silence jusqu'à la salle à manger. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'immense table dressée avec de la porcelaine délicate et des couverts en argent. Elle s'arrêta à l'entrée soudain, intimidée. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Mathieu. « Tout brille trop » murmura Emma. « Et si je casse quelque chose ?» Mathieu n'y avait jamais pensé. Pour lui, ces objets faisaient partie du quotidien. Mais vu à travers les yeux d'Emma, il semblait soudain ridiculement luxueux. « Ne t'inquiète pas pour ça, » dit-il en tirant une chaise pour elle. « Si quelque chose se casse, eh bien, on en trouvera un autre. » Il l'aida à monter sur la chaise et plaça un coussin pour qu'elle puisse atteindre la table. Madame Wilson apporta une pile de crêpes au sirop des fruits frais et un verre de jus d'orange. Pour Emma, habituée à des repas simples et souvent insuffisants, c'était un véritable festin. « Je peux vraiment manger tout ça ?» demanda-t-elle les yeux parcourant la table. « Bien sûr, et si tu en veux encore, tu n'as qu'à demander. » Emma prit maladroitement la fourchette. Elle utilisait plus souvent d'une cuillère et coupa un morceau de crêpe. Sa première bouchée fut prudente, presque cérémonielle. Quand la douceur lui caressa le palais, un petit sourire involontaire illumina son visage. « Tu aimes ?» demanda Mathieu, la regardant avec attention. Emma hocha la tête déjà en train de couper un autre morceau. « Mamie fait du gruau quand elle peut. Parfois avec un peu de sucre quand on arrive à en acheter. » La remarque si innocente frappa Mathieu en plein cœur. Jamais la différence entre leur vie ne lui était apparue aussi clairement qu'en ce moment partageant un repas banal pour lui, mais un luxe inimaginable pour elle. Après le petit déjeuner, Mathieu fit visiter la maison à Emma. Elle le suivit en silence, les yeux grands ouverts devant chaque nouvelle pièce. La bibliothèque, avec ses étagères jusqu'au plafond. Le salon au canapé en cuir et à la cheminée en marbre. Le bureau avec un ordinateur moderne et des tableaux coûteux. Le jardin parfaitement entretenu avec une petite fontaine. « Tu vis ici tout seul.
demanda finalement Emma, sa petite voix résonnant dans l'immense espace. Oui, enfin, Madame Wilson vient tous les jours et le jardinier 2 fois par semaine, mais quand ils rentrent chez eux, je suis seul. Mathieu s'arrêta surpris par sa propre réponse. Tu n'as pas peur? Ou tu n'es pas triste? Il n'y avait jamais pensé ainsi. La solitude avait toujours été normale, presque une seconde nature. Je crois que je m'y suis habitué, répondit-il honnêtement. Emma hocha la tête, comme si elle venait de comprendre quelque chose de profond. Moi, j'aurais peur. Notre maison est petite, mais mamie est toujours là. À 10 heures, comme promis, Mathieu emmena Emma à l'hôpital. En chemin, il s'arrêta dans un magasin de jouets pour lui acheter une nouvelle poupée et un bouquet de fleurs pour Marie. Pour donner le sourire à ta grand-mère, expliqua-t-il. L'hôpital semblait encore plus intimidant dans la lumière du matin. Emma serra la main de Mathieu en marchant le long des couloirs vers le service de réanimation. Une infirmière les accueillit, expliquant que les visites étaient limitées à 15 minutes. Elle a passé une nuit stable, mais elle reste très faible. Ne la fatiguez pas trop, conseilla-t-elle. Emma entra dans la chambre en serrant la main de Mathieu. Marie était allongée, reliée à des moniteurs, un tube d'oxygène dans le nez. Elle semblait minuscule, sous les draps blancs, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle vit Emma. « Mon ange », murmura-t-elle en tendant une main tremblante. Emma courut à son chevet et prit délicatement sa main. « Mamie, je t'ai apporté des fleurs, » dit-elle en montrant le bouquet que Mathieu tenait. « Et regarde, j'ai une nouvelle poupée. » Marie esquissa un faible sourire et remercia Mathieu d'un regard. « Comment vas-tu, ma chérie? Tu es sage chez Monsieur Mathieu. »« Oui. Sa maison est immense, mamie. Il y a tellement de pièces que je ne peux même pas les compter. » Et au petit déjeuner, il y avait des crêpes avec du sirop. Marie tenta de rire, mais sa tentative se transforma en toux. Emma recula affolée. « Ça va », rassura Marie. « Juste un peu fatiguée. Les médecins disent que j'irai mieux bientôt. » Mathieu s'approcha, déposant les fleurs dans un vase près du lit. « Les médecins m'ont dit que tu réagissais bien au traitement, Marie. Si tu continues comme ça, tu seras prête pour l'opération dans quelques jours. » Marie hocha la tête, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. « Et ensuite, combien de temps avant que je puisse rentrer chez moi? » Mathieu et Marie échangèrent un regard lourd de sens au-dessus de la tête d'Emma. Tous deux savaient que chez elle, la petite cabane de la rue des Peupliers n'était absolument pas un endroit où se remettre d'une lourde chirurgie cardiaque. « Nous verrons ça en temps voulu, » répondit Mathieu prudemment. « Pour l'instant, concentre-toi sur le fait de retrouver des forces. » Les 15 minutes passèrent rapidement. Lorsque l'infirmière revint pour annoncer la fin du temps de visite, Emma s'agrippa à la main de sa grand-mère, refusant de partir. « Je reviendrai demain, mamie, je te le promets. »« Je sais, ma chérie. Sois sage et fais ce que Monsieur Mathieu te dit. »« D'accord. » Emma hocha la tête, retenant ses larmes. Mathieu lui prit la main et tous deux quittèrent la chambre, lançant un dernier regard rassurant à Marie. Dans la voiture, Emma resta silencieuse, serrant sa nouvelle poupée comme une bouée de sauvetage. « Elle avait l'air si petite, » murmura-t-elle finalement. Mathieu n'eut pas de réponse facile. Lui aussi avait été bouleversé de voir Marie habituellement si digne, malgré la pauvreté réduite à une fragilité extrême parmi les machines médicales. « Les médecins s'occupent bien d'elle, » dit-il simplement. « Elle va aller mieux. » Les jours suivants s'installèrent dans une routine. Le matin, après le petit déjeuner, Mathieu emmenait Emma voir Marie. Ils rentraient pour déjeuner, puis l'après-midi, Mathieu tentait de distraire la fillette en lui lisant des histoires, en regardant des dessins animés dont il ne se souvenait presque plus, ou en la laissant jouer dans le jardin pendant qu'il travaillait sur son ordinateur portable. Les nuits étaient les plus difficiles. Emma faisait souvent des cauchemars se réveillant en pleurs et appelant sa grand-mère. Les premières fois, Mathieu resta complètement désemparé.
Il tenta de joindre Madame Wilson, mais elle habitait trop loin pour venir au milieu de la nuit. Il finit donc par s'asseoir au bord du lit d'Emma, lui caressant maladroitement les cheveux jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Ma mère n'a jamais fait ça, pensa-t-il une nuit en observant Emma s'apaiser. Quand j'avais peur, j'étais seul dans le noir. Cette pensée en entraîna d'autres, son enfance matériellement privilégiée, mais émotionnellement vide. Des parents toujours occupés, son père par les affaires, sa mère par les mondanités. Des nounous et précepteurs qui se succédaient, certains gentils, d'autres indifférents, mais aucun véritablement présent. Des anniversaires avec des dizaines d'enfants qu'il ne connaissait presque pas. Des jouets très chers qui ne comblaient jamais le vide. Des écoles privées qui lui avaient appris à gagner, à dominer, mais jamais à créer des liens humains. À l'inverse, il voyait Emma et Marie, sans rien matériellement vivant dans une cabane, qui laissait passer le vent souvent affamé, toujours au bord du gouffre. Et pourtant avec une affection si profonde, si authentique, qu'elle créait une richesse qu'aucune fortune ne pouvait acheter. À la 2e semaine, quelque chose changea entre Mathieu et Emma. La fillette ne le regardait plus avec méfiance. Et Mathieu fut surpris de sentir naître en lui un sens des responsabilités plus profondes que le simple devoir d'aider pendant l'hospitalisation de Marie. Il se mit à remarquer de petites choses. Comment Emma aimait qu'on lise des histoires avec une voix différente pour chaque personnage. Comment elle gardait toujours une partie de son dessert pour l'apporter à mamie demain, même si Marie n'avait pas le droit aux sucreries. Comment elle fredonnait doucement en jouant seule, chantant sûrement des berceuses apprises de Marie. Un après-midi, alors que Mathieu travaillait dans son bureau, Emma entra sans bruit et s'assit par terre à côté du bureau, dessinant avec les crayons de couleur qu'il lui avait donnés. Par moments, elle levait son dessin pour le lui montrer, et il interrompait son travail pour la féliciter. Le fait d'être ensemble en silence, mais en proximité chacun, occupé mais conscient de l'autre, lui procura une paix qu'il n'avait jamais connue. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Emma, après un moment curieuse, des tableaux de chiffres sur son écran. « Je travaille. Je vérifie des chiffres pour un contrat important. C'est difficile. Un peu, mais j'ai l'habitude. » « Tu aimes ça ?» La question simple le prit au dépourvu. Est-ce qu'il aimait ce qu'il faisait? Il ne s'était jamais posé la question. Il avait suivi la voie tracée par son père, dirigé l'entreprise, accumulé plus d'argent qu'il ne pourrait jamais dépenser. Mais aimer? C'est ce que je sais faire, répondit-il finalement. Emma sembla satisfaite de la réponse et retourna à son dessin. Mais sa question innocente sema une graine d'inconfort dans l'esprit de Mathieu. Il passa le reste de l'après-midi à regarder les chiffres, l'esprit ailleurs sentant naître des interrogations qu'il n'avait jamais osé formuler. Quand Marie atteignit 2 semaines d'hospitalisation, les médecins annoncèrent qu'elle était enfin assez forte pour l'opération. Mathieu et Emma lui rendirent visite la veille de l'intervention. Marie semblait anxieuse, mais tentait de garder un sourire rassurant pour sa petite fille. « C'est une opération courante », avait assuré le chirurgien à Mathieu un peu plus tôt. Mais, étant donné son âge et l'avancement de la maladie, il y a des risques. Elle en est consciente. Pendant qu'Emma racontait avec enthousiasme avoir vu un écureuil dans le jardin, Mathieu observait leur relation. Cette intimité, cette manière de communiquer avec les yeux, les gestes trahissaient des années de complicité, de souffrance et d'amour. Un lien presque sacré. L'espace d'un instant, il se sentit comme un intrus témoin d'une richesse qu'il n'avait jamais connue. Il avait passé sa vie à accumuler de l'argent, des propriétés, du pouvoir, du prestige. Et devant lui se tenait une femme sans rien hormis sa dignité et l'amour de sa petite fille, et pourtant infiniment plus riche que lui dans tout ce qui compte réellement. Ce soir-là, après avoir bordé Emma avec la promesse d'aller tôt à l'hôpital le lendemain, Mathieu s'assit seul dans sa bibliothèque, un verre de whisky à la main. La maison qui lui avait toujours semblé parfaitement adaptée résonnait désormais d'un vide insupportable. Il pensa à ses parents, tous deux, décédés depuis des années.
Son père obsédé par les affaires. Sa mère obsédée par les apparences. Jamais vraiment présents. Ses souvenirs d'eux étaient lointains flous, comme des photos de personnes qu'il aurait connues, sans réellement les connaître. À l'inverse, il pensa à Emma. Comment, en seulement 2 semaines, elle s'était devenue une présence essentielle dans sa vie. Comment la maison semblait différente, avec ses éclats de rire occasionnels, ses dessins colorés éparpillés sur la table à manger ses minuscules chaussures près de la porte. Comment il se surprenait à anticiper ses goûts, éprouvant une étrange satisfaction quand il devinait juste. « On m'a appris à valoriser toutes les mauvaises choses », murmura-t-il, en regardant autour de lui la pièce remplie d'antiquités coûteuses et de livres rares qu'il ne lisait presque jamais. J'ai passé ma vie à courir après ce que je pensais important. Une prise de conscience s'imposa inconfortable mais indéniable. Son immense manoir rempli d'objets de valeur était à bien des égards aussi vide que la petite cabane de Marie et Emma était pleine pas d'objets, mais de quelque chose de bien plus précieux, de l'affection, de la confiance et une capacité à se sacrifier l'une pour l'autre. Mathieu regarda son verre de whisky, un single malt de 12 ans, qui coûtait plus que ce que Marie et Emma dépensaient en nourriture en un mois. Soudain, son goût devint amer. La vraie pauvreté, pensa-t-il, ce n'est pas manquer de bien. Cette pensée le suivit jusque dans un sommeil agité cette nuit-là, tandis que dans la chambre voisine, Emma dormait serrant son lapin en chiffon, rêvant de sa grand-mère et de jours meilleurs. Le lendemain matin, la salle d'attente de l'hôpital était silencieuse. Mathieu feuilletait distraitement un magazine, tandis qu'Emma, assise à côté de lui, balançait nerveusement ses jambes. Ses petits doigts serraient le lapin élimé que Marie lui avait fabriqué. « C'est encore long », demanda-t-elle pour la 5e fois en une demi-heure. « Je ne sais pas exactement », répondit Mathieu patiemment. « Les opérations du cœur sont complexes et peuvent durer longtemps. » Marie était au bloc depuis 4 heures. Avant d'y entrer, elle avait serré la main d'Emma et lui avait promis qu'elle se battrait de toutes ses forces pour revenir. Emma avait insisté pour rester à l'hôpital tout le temps et Mathieu n'avait pas eu le cœur de dire non. « Et si elle ne se réveille pas ?» chuchota Emma, les yeux grands ouverts tournés vers Mathieu. Il posa le magazine et se tourna complètement vers elle. En 3 semaines sous son toit, Mathieu avait compris qu'Emma attachait une importance absolue à la vérité, sans doute un héritage direct de Marie. « Il y a un risque », répondit-il avec prudence, « mais elle est entre les mains de la meilleure équipe de cardiologie de Lyon. Et ta mamie est très forte. Tu te souviens comme elle s'est améliorée ces dernières semaines. Les médecins disent que c'est un bon signe. » Emma hocha la tête, serrant un peu plus son lapin. « Mamie est la personne la plus forte que je connaisse. » Ils restèrent silencieux plusieurs minutes. Mathieu observait Emma discrètement, admirant la résilience de cette fillette de 4 ans qui avait déjà vécu plus d'épreuves que beaucoup d'adultes. Finalement, la porte de la salle d'attente s'ouvrit et le docteur Renard, le chirurgien cardiaque, responsable du cas de Marie, entra. Son visage montrait la fatigue d'une longue intervention, mais un léger sourire l'éclairait. Mathieu et Emma se levèrent en même temps. « Comment va-t-elle » demanda Mathieu avant qu'Emma n'ait pu parler. Le médecin s'approcha, se mettant légèrement à la hauteur d'Emma. « L'opération s'est très bien passée, » annonça-t-il. « Nous avons pu réparer les dégâts au niveau du cœur de ta grand-mère et elle réagit correctement. » Emma poussa un profond soupir, comme si elle avait retenu sa respiration depuis que Marie était entrée au bloc. « Elle va guérir » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Cela prendra du temps, mais oui, elle devrait se remettre très bien. » Son cœur bat déjà plus fort. Des larmes silencieuses roulèrent sur les joues d'Emma. Sans réfléchir, Mathieu s'agenouilla pour la prendre dans ses bras. À sa grande surprise, Emma se jeta contre lui, sanglotant sur son épaule. « Ça va aller » murmura-t-il en lui caressant les cheveux. « Ta mamie est forte, tu te souviens, elle a réussi. » Le médecin sourit à la scène, puis ajouta « Marie est en salle de réveil.
Elle est encore sous anesthésie, mais elle devrait se réveiller dans les prochaines heures. Vous pourrez la voir quelques minutes, lorsqu'elle sera transférée en réanimation. Combien de temps restera-t-elle à l'hôpital? Demanda Mathieu. Si tout se passe bien, environ 2 semaines. Les premiers jours sont critiques pour surveiller d'éventuelles complications. Après, ce sera surtout de la récupération et l'adaptation au nouveau traitement. Après le départ du médecin, Mathieu emmena Emma à la cafétéria de l'hôpital. Elle avait refusé de manger ce matin-là, mais maintenant que la tension retombait, son estomac gargouilla bruyamment. « Allons manger un peu en attendant que ta mamie se réveille », proposa Mathieu. Pendant qu'Emma grignotait un sandwich, Mathieu la regardait pensivement. Depuis plusieurs semaines, une idée germait dans son esprit. Au début, il l'avait écartée, la jugeant impulsive. Mais à présent, elle semblait non seulement raisonnable, mais juste. « Emma, commença-t-il prudemment, est-ce que toi et ta mamie, vous aimez la cabane où vous vivez? » Emma le regarda surprise par la question. « C'est chez nous, » répondit-elle simplement. Puis après réflexion, « Mais le toit fuit quand il pleut fort, et il fait très froid l'hiver. Tu sais que quand ta grand-mère sortira de l'hôpital, elle aura besoin d'un endroit plus adapté, n'est-ce pas? Un endroit sans fuite, sans humidité, avec de l'eau propre et de l'électricité fiable. » Emma fronça les sourcils. « Mais on n'a nulle part ailleurs. » Mathieu inspira profondément. « Et si je vous aidais à trouver un meilleur endroit? » Avant qu'Emma ne puisse répondre, une infirmière s'approcha. « Monsieur Perrin, Madame Morel commence à se réveiller. Vous pouvez la voir quelques minutes. » Emma bondit de sa chaise, oubliant son sandwich. Mathieu paya rapidement et la suivit jusqu'à l'ascenseur menant à l'unité de réanimation. Marie se trouvait dans une chambre privée de réanimation, un confort que Mathieu avait insisté pour payer sans hésitation. Lorsqu'ils entrèrent, Marie paraissait fragile contre les draps immaculés reliés au moniteur. Un pansement visible sur la poitrine, partiellement couvert par la blouse d'hôpital. Ses yeux mi-clos luttaient encore contre l'anesthésie. « Mamie » appela Emma d'une petite voix avançant prudemment. Marie tourna lentement la tête vers la voix. Un faible sourire étira ses lèvres pâles. « Mon ange » murmura-t-elle, sa voix rauque et basse. Emma s'approcha, observant les tubes et les fils avec nervosité. « Je peux te faire un câlin ?» demanda-t-elle timidement. « Faites attention aux tubulures, ma chérie » conseilla l'infirmière qui les accompagnait. « Mais un petit câlin ne lui fera pas de mal. » Très délicatement, Emma se pencha et offrit à sa grand-mère une étreinte douce. Marie leva une main tremblante pour caresser les cheveux de sa petite fille. « Le docteur a dit que tu allais guérir », déclara Emma, la voix remplie de soulagement. « Ton cœur est plus fort maintenant. »« J'avais promis que je me battrais, n'est-ce pas ?» chuchota Marie. Ses yeux trouvèrent ceux de Mathieu debout près de la porte. « Merci » articula-t-elle silencieusement. Mathieu hocha simplement la tête, sentant une étrange boule se former dans sa gorge. La scène était bouleversante, l'enfant minuscule auprès de sa grand-mère fragilisée. Toutes deux vulnérables à leur manière, mais unies par un amour assez fort pour défier n'importe quelle épreuve. Dans les jours qui suivirent, Marie continua de s'améliorer. Elle fut transférée. De la réanimation à une chambre normale où Emma pouvait rester plus longtemps. Mathieu réorganisa son emploi du temps pour emmener Emma chaque jour, restant souvent avec elle des heures entières. Une semaine après l'opération, alors qu'Emma était occupée dans un coin de la chambre à apprendre à faire des origamis, avec une infirmière, Mathieu saisit l'occasion pour parler à Marie. « Les médecins disent que tu récupères très bien, » commença-t-il. « Même mieux qu'ils ne l'avaient prévu. » Marie esquissa un sourire. « J'ai une bonne raison de retrouver des forces, » dit-elle en regardant Emma. « Marie, » continua Mathieu en baissant la voix, « il faut qu'on parle de ce qui va se passer quand tu sortiras de l'hôpital. » Le sourire de Marie s'effaça, remplacé par une expression préoccupée.
Je sais bien que notre cabane n'est pas un endroit idéal pour se remettre d'une opération. Je pensais demander à l'église du quartier s'ils avaient un abri temporaire. Ce ne sera pas nécessaire, l'interrompit Mathieu doucement. En fait, j'ai acheté une maison pour vous. Marie le fixa stupéfaite. Tu, quoi? C'est une petite maison confortable dans un quartier qui s'appelle Les Tilleuls. 2 chambres, un salon, une cuisine, une vraie salle de bain. Le jardin n'est pas immense, mais suffisant pour qu'Emma puisse jouer. Et c'est à 10 minutes de l'hôpital pour tes rendez-vous de suivi. Marie cligna plusieurs fois des yeux, comme si l'information avait du mal à s'inscrire dans son esprit. Mathieu, je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi énorme. C'est trop. Ne vois pas ça comme de la charité, répondit-il aussitôt. Considère-le comme un investissement dans l'avenir d'Emma. Et, pour être honnête, dans ma tranquillité d'esprit. Je ne pourrais pas dormir en sachant que vous retournez dans cette cabane. Marie resta silencieuse de longues secondes, observant Emma à travers la pièce. Tu lui as dit. Non, répondit Mathieu. Je voulais d'abord t'en parler. Marie poussa un long soupir. Pourquoi fais-tu tout ça pour nous? Mathieu, nous ne sommes que des inconnus entrés dans ta vie par hasard. Mathieu réfléchit avant de répondre. Peut-être qu'au début, ce n'était que de la gratitude pour l'honnêteté d'Emma, ou de la culpabilité parce que j'ai tout et que vous n'aviez rien. Mais maintenant... Il s'arrêta cherchant les mots justes. Maintenant, vous deux m'avez montré quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu ni compris. Un lien, un sentiment de famille, même si nous ne partageons pas le même sang. Marie le regarda longuement, ses yeux fatigués, mais lucides, semblant lire en lui. « Vous êtes un homme bien, monsieur Perrin, » dit-elle enfin. « Bien meilleur que vous ne le croyez. » 6 jours plus tard, les médecins annoncèrent que Marie pouvait sortir. La convalescence serait longue des mois de médicaments, d'exercices surveillés, de rendez-vous réguliers. Mais elle était assez forte pour poursuivre sa guérison chez elle. Le matin de sa sortie, Emma était si excitée qu'elle n'arrivait presque pas à manger. Depuis que Mathieu lui avait parlé de la nouvelle maison 3 jours plus tôt, elle en parlait sans arrêt. Sa propre chambre, une vraie douche, un réfrigérateur qui fonctionne. « On peut aller chercher mamie maintenant », demanda-t-elle pour la 10e fois, tandis que Mathieu tentait de l'encourager à finir ses céréales. « Dès que tu termines ton petit déjeuner, » répondit-il patiemment. « Et n'oublie pas que ta mamie est encore faible. Elle aura besoin de repos et de calme. » Emma hocha la tête avec sérieux. « Je prendrai soin d'elle, » déclara-t-elle d'un ton grave. « Je l'ai toujours fait. » Un pincement serra le cœur de Mathieu. Il était facile d'oublier qu'Emma, malgré ses 4 ans, portait sur ses épaules des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait avoir. Et il espérait désormais la libérer de ce poids. Maintenant, c'est son tour de se reposer. Et ton tour d'être simplement une enfant, dit-il doucement. Vous méritez toutes seules et deux cela. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Marie était déjà habillée, assise sur une chaise avec un petit sac contenant ses maigres affaires. Elle portait des vêtements neufs, un cadeau de Mathieu, qui avait remarqué qu'elle n'avait rien d'assez chaud pour l'hiver. En voyant Emma, le visage de Marie s'illumina. La fillette courut vers elle, s'arrêtant brusquement en se rappelant qu'elle devait être prudente. « Je peux te faire un câlin, mamie. »« Bien sûr, mon ange, » répondit Marie en ouvrant les bras. Emma l'entoura délicatement, comme si sa grand-mère était faite de porcelaine. « Tu viens à la maison maintenant? »« À notre nouvelle maison, » murmura-t-elle contre son épaule. Marie regarda Mathieu par-dessus la tête d'Emma. Il souriait paisiblement. Quelque chose avait changé en lui depuis leur rencontre, une douceur nouvelle, remplaçant la réserve distante du businessman. Une infirmière arriva avec un fauteuil roulant, protocole habituel pour la sortie des patients. « Prête pour la grande aventure ?» demanda-t-elle gaiement. « Gemma,
Marie se laissa installer dans le fauteuil. Emma marchant à côté en tenant sa main, comme si elle craignait qu'on la lui enlève. Le trajet jusqu'à la voiture fut lent. Marie se fatiguait vite, chaque mouvement demandant un instant de repos. Mathieu était venu avec sa berline la plus confortable, plutôt qu'une voiture sportive pour faciliter le trajet. « On va directement à la nouvelle maison », demanda Emma une fois installée à l'arrière près de sa grand-mère. « Oui, tout est prêt pour vous », répondit Mathieu. Le trajet jusqu'au quartier des Tilleuls dura une vingtaine de minutes. C'était un quartier de classe moyenne calme, avec des maisons bien entretenues et de petits jardins agréables. Rien d'ostentatoire, mais infiniment mieux que la rue des Peupliers. Mathieu se gara devant une maison en briques avec un petit perron. Des fleurs fraîchement plantées remplissaient les jardinières et la peinture de la porte et des fenêtres semblait neuve. « Voilà », annonça Mathieu en sortant de la voiture pour aider Marie. Emma fut la première à descendre les yeux écarquillés devant la maison. « C'est vraiment chez nous ?» demanda-t-elle incrédule. « Vraiment chez vous », confirma Mathieu en aidant Marie à se lever doucement. Marie resta un moment sur le trottoir observant la maison avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. « Mathieu, c'est… » commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. « Entrons », proposa-t-il gentiment en lui offrant son bras pour la soutenir. L'intérieur de la maison était simple mais chaleureux. Des meubles neufs sans extravagance. Un petit canapé dans le salon, un fauteuil inclinable tourné vers une télévision modeste. La cuisine était compacte mais fonctionnelle, avec des appareils essentiels, et une table ronde près d'une fenêtre donnant sur le jardin arrière. « Je veux te montrer ta chambre, mamie », s'exclama Emma tirant doucement la main de sa grand-mère. La chambre principale se trouvait au rez-de-chaussée, un choix délibéré de Mathieu pour éviter à Marie d'avoir à monter des escaliers durant sa convalescence. C'était une pièce lumineuse avec un lit double, une petite armoire et une commode. Une grande fenêtre laissait entrer une douce lumière à travers des rideaux légers. « Regarde, il y a une salle de bain juste pour toi. »« Passe, passe », dit Emma en montrant une porte attenante derrière laquelle se trouvait une salle de bain équipée de barres d'appui et d'un siège surélevé des détails que Mathieu avait soigneusement installé après s'être renseigné sur les besoins des patients cardiaques. Marie s'assit au bord du lit, profondément émue. « Tu as pensé à tout », dit-elle à Mathieu, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Je n'étais pas seul », admit-il. J'ai parlé à une infirmière spécialisée en rééducation cardiaque. Elle m'a donné beaucoup de conseils pour rendre la maison adaptée à ta guérison. Emma était déjà repartie explorer le reste de la maison. On entendait ses petits pas joyeux à l'étage, accompagnés de petits cris d'émerveillement. « Je ne pourrai jamais te rendre tout cela », dit Marie en regardant la chambre confortable. « Ce n'est pas quelque chose qui doit être remboursé », répondit simplement Mathieu. « C'est un cadeau. » Avant que Marie puisse répondre, Emma revint en courant le souffle court. « Mamie, ma chambre a une étagère pleine de livres, un lit avec une couverture violette et même un bureau pour quand je commencerai l'école. » L'école. Le mot resta suspendu un instant. Marie regarda Mathieu interrogative. « J'ai déjà inscrit Emma à l'école primaire du quartier, » admit-il. « Ils ont un programme pour les enfants de 4 ans. Si tu es d'accord, bien sûr. Je me suis dit que ce serait bon pour elle de rencontrer d'autres enfants et d'apprendre de nouvelles choses. Je peux vraiment aller à l'école ?» demanda Emma, les yeux brillants. Marie sourit les larmes aux yeux. « Bien sûr, mon ange. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Les jours suivants, une nouvelle routine prit forme. Mathieu engagea une infirmière pour rendre visite à Marie, chaque jour vérifier ses constantes et l'aider avec les exercices de rééducation. Il avait choisi une infirmière plus âgée, douce et bienveillante, qui gagna rapidement la confiance de Marie. Il organisa aussi des visites régulières d'un médecin privé, lui évitant des déplacements fatigants à l'hôpital.
Tous les médicaments de Marie étaient livrés à domicile et Mathieu ouvrit un compte mensuel à l'épicerie locale pour que Marie et Emma puissent acheter des produits frais sans se soucier des coûts. Emma commença l'école la 2e semaine après leur installation. D'abord anxieuse, c'était sa toute première expérience scolaire, elle s'adapta rapidement. Chaque jour, elle rentrait avec des histoires enthousiastes sur ses nouveaux amis et les activités de classe. Mathieu réorganisa ses horaires de travail pour pouvoir aller la chercher chaque après-midi, restant souvent dîner avant de rentrer chez lui. Un après-midi environ 1 mois après la sortie de Marie, Mathieu arriva pour récupérer Emma et trouva Marie assise sur le porche, profitant du soleil doux du soir. Elle semblait nettement mieux, ses joues avaient retrouvé un peu de couleur, et bien qu'elle restât mince, elle n'avait plus ce voile de fragilité qui l'accompagnait à l'hôpital. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Mathieu en s'asseyant à côté d'elle. « Plus forte chaque jour » répondit Marie. L'infirmière dit que ma récupération dépasse les attentes. Je suis heureux de l'entendre. Ils restèrent un moment silencieux, observant un papillon se poser sur les fleurs fraîchement plantées. « Mathieu, » dit Marie d'un ton plus sérieux, « je veux te remercier, pas seulement pour la maison, les soins médicaux, tout ça. » Elle fit un geste englobant le poche la maison. « Mais surtout pour ce que tu as fait pour Emma. » Mathieu la regarda surpris. « Elle est tellement plus heureuse, » continua Marie. « Pas seulement parce qu'elle a des choses qu'elle n'a jamais eues, même si c'est merveilleux, mais parce qu'elle a quelqu'un d'autre qui tient à elle. Quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. » « C'est une enfant incroyable, » répondit Mathieu sincèrement. « N'importe qui s'attacherait à elle. » Non, pas n'importe qui, corrigea Marie doucement. Tu aurais pu te contenter de donner de l'argent, de nous trouver un logement temporaire, puis reprendre ta vie. Mais tu es là. Tu vas la chercher à l'école. Tu écoutes ses histoires. Tu t'assures qu'elle est heureuse. Mathieu ne sut quoi répondre. La vérité, c'est que sa vie avait complètement changé ces dernières semaines. Les affaires autrefois, sa priorité absolue avait reculé au second plan. Il avait délégué davantage, réorganisé son temps, tout cela, pour être présent pour Emma, et par extension, pour Marie. « Elle m'a beaucoup appris », finit-il par avouer. Marie sourit. Elle a cet effet sur les gens. Depuis qu'elle est bébé, Emma a toujours eu cette lumière. Même dans les pires situations, quand nous avons tout perdu, après la mort de ses parents, quand nous avons dû emménager dans cette cabane. Elle n'a jamais perdu sa capacité à trouver de la joie dans les petites choses, dit Marie doucement. Le bruit du bus scolaire interrompit leur conversation. Quelques instants plus tard, Emma déboula dans la rue en courant son sac à dos violet rebondissant sur ses épaules, un dessin coloré à la main. « Mathieu, mamie » cria-t-elle en montant sur le perron. « Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. » Le dessin montrait 3 bonshommes bâtons, un petit aux cheveux jaunes marqué Emma, un plus grand aux cheveux gris marqué Mamie, et un encore plus grand en costume marqué Mathieu. « C'est notre famille », expliqua Emma fièrement. « La maîtresse nous a demandé de dessiner notre famille. » Mathieu sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Famille ». Le mot le prit au dépourvu. Marie remarqua son trouble et posa doucement sa main sur son bras. « Pour Emma, tu es de la famille maintenant, » dit-elle avec douceur. « J'espère que ça ne te dérange pas. »« Non, » répondit Mathieu, la voix étonnamment rauque. « Pas du tout. » Tandis qu'Emma courait à l'intérieur pour prendre un goûter, Mathieu resta sur le perron, le dessin entre les mains. En contemplant les simples bonshommes, il ressentit une vague d'émotion, qu'il ne sut nommer peut-être un mélange de gratitude, de joie et d'un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Mathieu Perrin sentit qu'il avait trouvé quelque chose que tout son argent n'avait jamais pu acheter. Un endroit où il avait sa place et des personnes qui tenaient à lui pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. Et cela, il le comprit, valait plus que n'importe quel contrat réussi ou compte bancaire florissant. L'automne arriva, aux tilleuls colorants, les arbres de rouge et d'or.
6 mois avaient passé depuis l'opération de Marie, et la transformation de leur vie était presque aussi marquée que le changement des saisons. Marie avait retrouvé une grande partie de sa santé. Elle avait encore des jours difficiles et devait prendre régulièrement ses médicaments, mais sa pâleur maladive avait disparu. Elle pouvait désormais marcher dans le quartier sans se fatiguer, s'occuper de son petit jardin et même préparer des roulés à la cannelle dont l'odeur chaleureuse envahissait la cuisine. Emma, presque 5 ans, s'épanouissait à l'école. Ses enseignants la décrivaient comme brillante et avide d'apprendre, rattrapant rapidement le temps perdu. Elle s'était fait des amis, participait à des activités périscolaires et rentrait chaque jour avec de nouveaux dessins et de nouvelles histoires. Quant à Mathieu, il avait trouvé un équilibre inattendu entre son travail et le temps qu'il passait avec Emma et Marie. Presque chaque après-midi, il allait chercher Emma à l'école et la ramenait chez elle. Il restait dîner plusieurs fois par semaine, l'aidait dans ses devoirs. Et le week-end, ils sortaient souvent tous les trois au parc aux eaux, ou simplement manger une glace. Un jeudi matin, Mathieu révisait des rapports dans son bureau, lorsque sa secrétaire Diane frappa à la porte. « Monsieur Perrin, Monsieur Takahashi et son équipe viennent d'arriver pour la réunion de 10 heures. » Mathieu regarda l'horloge surpris. Il était tellement absorbé qu'il n'avait pas vu l'heure passer. « Merci, Diane. Installez-les dans la salle de réunion. J'arrive. » En ajustant sa cravate et en rassemblant ses documents, Mathieu sourit en voyant la photo posée sur son bureau. Une photo de lui, avec Marie et Emma aux eaux de la ville, prise le mois précédent. C'était la première fois qu'il affichait une photo personnelle au travail. La réunion avec M. Takahashi, PDG d'un des plus grands conglomérats technologiques du Japon, était cruciale. Les entreprises Perrin avaient développé un logiciel innovant de gestion de chaînes d'approvisionnement et le groupe japonais voulait non seulement l'acquérir, mais aussi former un partenariat à long terme. « Monsieur Perrin », salua Takahashi avec une légère révérence. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Les 2 heures suivantes furent consacrées à des présentations techniques, à des discussions d'intégration et à des projections financières. L'équipe de Mathieu était bien préparée et les dirigeants japonais semblaient visiblement impressionnés. Lorsque la partie formelle de la réunion prit fin et que les jeunes cadres partirent déjeuner, Takahashi demanda un entretien privé. « Monsieur Perrin, votre entreprise a développé quelque chose de vraiment remarquable, » dit-il, tandis qu'il marchait vers le bureau de Mathieu. « Je crois que nous pouvons faire bien plus que simplement acquérir votre logiciel. » Mathieu l'invita à s'asseoir. « Qu'avez-vous en tête, Monsieur Takahashi ?» Le Japonais esquissa un sourire. « Nous étendons nos opérations en Asie, Singapour, Taïwan, Corée du Sud. Nous avons besoin non seulement de votre logiciel, mais de votre vision. Je souhaite proposer une coentreprise, une nouvelle société basée à Tokyo, alliant notre présence sur le marché à votre technologie. » Mathieu haussa les sourcils réellement surpris. « C'est une proposition intéressante. » « Une opération de grande envergure, » poursuivit Takahashi. « Nous sommes prêts à investir 200 millions de dollars dans la phase initiale et nous aimerions que vous dirigiez personnellement le projet. Moi, oui, votre réputation vous précède, Monsieur Perrin. Votre capacité à anticiper les tendances et à développer des solutions innovantes est exactement ce dont nous avons besoin. Naturellement, cela exigerait votre présence à Tokyo pendant une période significative. Au moins 2 ans, je dirais. » Mathieu garda un visage neutre. Des années de négociations lui avaient appris à masquer surprise et hésitation. Mais à l'intérieur, un nœud se forma dans son estomac. « 2 ans au Japon minimum, » confirma Takahashi. « Les 6 premiers mois demanderaient de votre présence à plein temps. Ensuite, vous pourriez alterner entre Lyon et Tokyo de temps à autre, mais ce serait un changement de vie majeur. C'est une proposition ambitieuse, Monsieur Takahashi. J'aurai besoin de temps pour y réfléchir sérieusement. » « Bien sûr. Mais nous aimerions une réponse sous 2 semaines. Notre conseil d'administration se réunit bientôt.
Quand ils quittèrent son bureau, Mathieu resta assis pensif, regardant la ville par la fenêtre. La proposition était extraordinaire, du genre qu'il aurait accepté sans hésiter 1 an plus tôt. Le prolongement logique de son empire. Pourtant, tout avait changé. En fin de journée, Mathieu partit chercher Emma à l'école comme d'habitude. Lorsqu'il la vit courir vers lui avec un grand sourire, il sentit une vague d'affection familière. « Mathieu !» s'exclama-t-elle en sautant dans ses bras dès qu'il sortit de la voiture. « Devine ce qui s'est passé aujourd'hui. »« Quoi donc ?» demanda-t-il en souriant tout en l'aidant à monter dans le véhicule. « Ma maîtresse a choisi mon dessin pour la fresque de l'école. Et la semaine prochaine, on fait une présentation sur les planètes. Et moi, je serai. Saturne parce qu'elle a des anneaux et que c'est la plus jolie. » Tandis qu'Emma bavardait avec enthousiasme. Mathieu la regardait du coin de l'œil, son énergie communicative éveillant un sourire sur son visage. Et il pensa à ce que cela signifierait, de perdre tout cela. Les histoires quotidiennes, les petits exploits, le privilège de voir cet enfant grandir jour après jour. En arrivant devant la maison d'Emma et de Marie, ils trouvèrent Marie dans le petit jardin à l'avant, en train de tailler doucement les jeunes rosiers. Elle leur fit signe lorsque la voiture s'arrêta. « Comment s'est passée ta réunion avec les dirigeants japonais ?» demanda-t-elle lorsque Emma courut à l'intérieur pour lui montrer son dessin du jour. Mathieu sourit. C'était devenu une habitude de lui raconter sa journée, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant avec qui que ce soit. Marie avait une manière de voir les choses calme et réfléchie qui l'aidait souvent à comprendre autrement. « C'était intéressant, » répondit-il en l'aidant à ramasser les outils de jardinage. « Ils veulent un partenariat plus large, une coentreprise. »« Ça a l'air positif, » commenta Marie. « Oui, sauf qu'ils veulent que je déménage à Tokyo pendant au moins 2 ans. » Marie s'immobilisa, le regardant droit dans les yeux. 2 ans au Japon. Au moins, répéta Mathieu reprenant les mots de Takahashi. Les 6 premiers mois seraient à temps plein. Ensuite, peut-être que je pourrais faire des allers-retours. Parfois. Ils entrèrent silencieusement dans la maison. Par la porte de la cuisine, on apercevait Emma à la table en train de colorier un dessin de Saturne. « C'est une grande opportunité, » dit finalement Marie d'une voix neutre. D'une voix neutre. « Financièrement, j'imagine. »« Oui, très grande. Alors, qu'est-ce que tu penses faire? » Mathieu soupira et passa une main dans ses cheveux. « Honnêtement, je ne sais pas. Avant, ça aurait été une décision facile. Mais maintenant... » Marie posa une main douce sur son bras. « Emma serait dévastée sans toi. » Il baissa les yeux. « Et vous me manqueriez toutes les deux, » répondit-il la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Les jours suivants, Mathieu se sentit tiraillé comme jamais. Le jour, il travaillait avec son équipe sur les projections financières, les plans d'intégration, les stratégies de marché. Les chiffres étaient impressionnants. Ce partenariat pourrait facilement doubler la valeur de son entreprise en 5 ans. Le genre de deal qui fait la une des journaux et marque une carrière. Mais le soir, tandis qu'il aidait Emma avec ses devoirs ou qu'il écoutait Marie raconter ses années d'institutrice avant d'élever Emma, il se demandait si tout l'argent du monde pouvait compenser ce qu'il risquait de perdre. Une nuit particulièrement difficile, après avoir bordé Emma et lu son histoire préférée, Mathieu rentra dans son immense demeure silencieuse. Il resta assis longtemps dans l'obscurité du salon, un verre de whisky intact devant lui, se souvenant de sa vie avant Emma. Les longues heures de travail, les voyages incessants, les repas en solitaire. À l'époque, il trouvait cela normal, le prix du succès. Aujourd'hui, l'idée même de retourner à cette vie même temporairement lui donnait une sensation de vide profond. Un vide qu'aucun contrat, aucune somme d'argent ne saurait combler. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Emma le surprit avec une question directe. « Tu vas partir. »
Mathieu faillit s'étouffer avec son café. Quoi? J'ai entendu toi et mamie parler de aller très loin au Japon. Ses yeux étaient sérieux presque adultes dans son petit visage. Il comprit qu'elle méritait la vérité. J'y réfléchis. C'est pour un travail important. Et tu serais parti longtemps. Longtemps. Au moins 2 ans. Emma resta silencieuse, remuant lentement sa cuillère. Tu viendrais nous voir. J'essaierai, mais c'est très loin. Je ne pourrai plus venir te chercher tous les jours. Alors qui va venir me chercher à l'école? Qui va m'aider pour mes dessins de planètes? Qui va me regarder quand je jouerai Saturne? Chaque question tomba sur le cœur de Mathieu comme un petit caillou, de plus alourdissant un poids déjà immense. Il n'eut qu'une vérité simple. Tu me manquerais énormément. Emma ne répondit pas. Mais il vit les larmes briller dans ses yeux avant qu'elle ne baisse la tête pour les cacher. Ce soir-là, dans son bureau, Mathieu prit une feuille et fit ce qu'il faisait toujours avant une grande décision, une liste de pour et de contre. Pour expansion internationale, immense croissance financière, reconnaissance mondiale, nouvelles opportunités. Contre perdre ce qui compte vraiment. Il resta longtemps à fixer ce simple point. Une seule ligne, mais qui pesait plus lourd que toute la colonne d'avantages. Le lendemain matin, Mathieu arriva au bureau avant tout le monde et demanda à Diane d'organiser une visioconférence avec M. Takahashi. Lorsque le visage du Japonais apparut à l'écran, il demanda « Avez-vous pris votre décision, M. Perrin ?» « Oui, M. Takahashi. D'abord, je tiens à vous remercier sincèrement pour cette opportunité. C'est une proposition extraordinaire. Et j'ai un profond respect pour votre vision. » Takahashi hocha la tête impassible. « Mais j'ai ici des engagements que je ne peux pas abandonner. » Continua Mathieu. « Des personnes qui comptent sur moi, d'une manière qui dépasse le domaine des affaires. Je ne peux pas être loin aussi longtemps. » Takahashi le contempla un instant à travers l'écran. « La famille. »« Oui, » admit Mathieu après une brève hésitation. À sa surprise, le visage de Takahashi s'adoucit en un sourire. « Je comprends parfaitement, Monsieur Perrin. Dans ma culture, la famille est primordiale. Je respecte votre décision. Je veux toujours collaborer avec votre entreprise, » ajouta rapidement Mathieu. « Peut-être pouvons-nous trouver une solution qui ne nécessite pas ma présence permanente à Tokyo. J'ai d'excellents cadres qui pourraient représenter nos intérêts là-bas. » Takahashi sembla considérer cette alternative. Une approche différente, mais potentiellement envisageable. Explorons cette possibilité. Quand l'appel prit fin, Mathieu sentit un poids immense se lever de ses épaules. Au lieu du regret auquel il s'attendait en refusant une opportunité aussi lucrative, ce qu'il ressentit fut un profond soulagement, la certitude d'avoir fait le bon choix pour Emma, pour Marie, et surtout pour lui-même. Cet après-midi-là, en récupérant Emma à l'école, il avait le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « J'ai une nouvelle », annonça-t-il en conduisant. « Quoi ?» demanda Emma en balançant ses jambes. « J'ai décidé de ne pas aller au Japon. Je reste ici. » Emma se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Pour toujours. » Mathieu sourit. « Pour toujours, c'est long. Mais je ne vais nulle part dans un avenir proche. » Le sourire qui illumina le visage d'Emma valait plus que tous les millions qu'il aurait pu gagner de l'autre côté du monde. Plus tard dans la soirée, après qu'Emma se fut endormie, Mathieu et Marie s'assirent sur le porche, profitant de la douce nuit printanière. « Tu es sûr de ta décision ?» demanda Marie. « C'est une sacrée opportunité que tu refuses. » Mathieu leva les yeux vers le ciel étoilé. « Toute ma vie, j'ai couru après le plus. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de succès. Et pourquoi une maison vide, une vie vide? » Il chercha ses mots. « Ces derniers mois, pour la première fois, j'ai trouvé quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Quelque chose de bien plus précieux. » Marie hocha doucement la tête. « Emma fait ça aux gens. Elle nous rappelle ce qui compte vraiment. »
Ce n'est pas seulement Emma, répondit Mathieu en regardant Marie avec une véritable affection. C'est vous aussi. Vous deux m'avez appris bien plus sur le bonheur que toutes mes années dans les affaires. Assis là sous le ciel clair à côté d'une femme devenue à la fois amie et conseillère, pensant à l'enfant qui dormait à l'intérieur. Une enfant devenue comme une fille pour lui. Mathieu Perrin comprit que refuser l'offre japonaise n'était pas un sacrifice. C'était un privilège. Le privilège de choisir ce qui importait réellement. Le printemps arriva à Cèdreval apportant un souffle de renouveau qui reflétait parfaitement les changements dans la vie de Mathieu, Marie et Emma. Les arbres du petit jardin se couvrirent de fleurs et les oiseaux bâtirent leur nid dans les branches les plus hautes. Un samedi matin, particulièrement ensoleillé, Mathieu arriva avec des sacs remplis d'outils de jardinage et de plantes prêtes pour le massif de fleurs qu'il et Emma planifiaient depuis des semaines. « J'ai apporté les graines de tournesol que tu voulais », annonça-t-il lorsque Emma ouvrit la porte encore en pyjama. « Je peux les planter aujourd'hui ?» demanda-t-elle en sautillant. « Bien sûr, juste après le petit déjeuner. Où est ta grand-mère? » « Dans la cuisine, elle fait des crêpes. » Mathieu sourit en reconnaissant l'odeur familière. Les crêpes de Marie parfumées à la cannelle et à la vanille étaient devenues son petit déjeuner préféré du week-end, un sacré changement pour quelqu'un qui vivait autrefois de café avalé à la hâte et de viennoiseries achetées en chemin. Dans la cuisine, Marie remuait une pâte dans un grand bol, la vieille radio, jouant doucement en fond. Elle n'avait plus rien de la femme fragile qu'il avait rencontrée moins d'1 an plus tôt. Ses joues avaient repris des couleurs, et bien qu'elle reste mince, ses gestes avaient retrouvé une vigueur rassurante. « Bonjour », salua Mathieu en posant ses sacs. « Tu veux que je t'aide? »« Bonjour Mathieu, tu peux mettre la table s'il te plaît. Emma va te laver les mains. » Il y avait une familiarité réconfortante dans cette scène. Mathieu se déplaçait dans la cuisine comme quelqu'un qui connaissait les lieux, sachant où étaient les assiettes, les verres, les serviettes. Emma, les mains propres, déposa les couverts, tandis que Marie retournait habilement les crêpes. C'était un rituel simple, un samedi matin banal. Mais pour Mathieu, cela signifiait quelque chose d'extraordinaire, l'appartenance. Quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu, même dans sa propre maison. Après le petit déjeuner, Mathieu et Emma s'occupèrent du jardin. Ils creusaient les trous et elle plaçait les graines avec un sérieux délicat recouvrant de terre et arrosant soigneusement. Marie les observait depuis le porche, une tasse de thé fumant entre les mains. « Combien de temps avant qu'elle pousse ?» demanda Emma en regardant le parterre. « Ça prend du temps », expliqua Mathieu. « Il faut être patient. Si on en prend soin, si on les arrose chaque jour, si elles ont du soleil, dans quelques semaines, tu verras les premières pousses. » « Comme mamie, » répondit Emma d'un ton réfléchi. Elle avait besoin de temps pour aller mieux, elle aussi. Mathieu la fixa toujours surpris des observations si justes de cette fillette de presque 5 ans. « Oui, exactement comme ta grand-mère, » confirma-t-il. « Les choses importantes demandent du temps et beaucoup d'attention. » Cet après-midi-là, après le déjeuner, Mathieu apporta quelque chose, resté dans la voiture, un paquet coloré. « C'est quoi? » demanda Emma. « Prends-le, tu verras. » Emma déchira le papier et découvrit une nouvelle chemise d'école, des cahiers colorés, des crayons et des stylos. « C'est pour quand tu commenceras la vraie école, » expliqua Mathieu. Emma fréquentait actuellement un programme de prématernelle 3 jours par semaine, mais en septembre, elle entrerait officiellement en maternelle. « J'ai parlé hier à la directrice de l'école Cedar Grove, » poursuivit Mathieu en regardant cette fois Marie. « C'est une excellente école privée, avec de petites classes et un programme spécial pour les enfants qui ont un talent artistique comme Emma. » Marie fronça légèrement les sourcils. « Mathieu, les écoles privées coûtent cher. Je veux le faire, » l'interrompit-il doucement. « S'il te plaît, laisse-moi l'aider. Emma mérite toutes les opportunités. » Marie posa les yeux sur sa petite fille qui testait déjà ses nouveaux crayons de couleur dans l'un des cahiers.
Je ne sais pas comment nous pourrons un jour te rendre tout ce que tu fais pour nous, murmura-t-elle. Mathieu secoua la tête. Ce n'est pas une question de rendre Marie. Ça ne l'a jamais été. Et c'était vrai. Au fil des mois, Mathieu avait découvert que donner pas seulement de l'argent ou des choses matérielles, mais aussi du temps, de l'attention, du soin, lui apportait un accomplissement que rien, aucune acquisition ne lui avait jamais procuré. Les semaines devinrent des mois, et le rythme confortable de leur vie entrelacée continua. Mathieu dirigeait toujours son entreprise, mais il déléguait, davantage réduisait ses heures de travail, et refusait les déplacements qui l'auraient éloigné plus de 2 jours. La co-entreprise avec les Japonais prospéra même sans sa présence physique à Tokyo. Il tenait simplement ses visioconférences tard le soir, une fois Emma endormie. Ce n'était peut-être pas idéal pour les affaires, mais c'était parfait pour ce que Mathieu considérait désormais comme ses véritables priorités. Un dimanche particulièrement agréable, Mathieu suggéra un pique-nique au parc municipal. Une activité simple, mais Emma accueillit l'idée avec un enthousiasme débordant, aidant Marie à préparer des sandwichs et des fruits pendant que Mathieu allait chercher un panier et une couverture chez lui. Au parc, ils trouvèrent une place sous un grand arbre près du lac. Au loin, des enfants, jouant les canards, glissaient paresseusement sur l'eau, et le ciel bleu était décoré de nuages bas, blancs et duveteux. « Celui-là ressemble à un dragon », dit Emma en pointant un nuage allongé. « Je vois un chien », répondit Mathieu, couché à côté d'elle. « Regarde ça, pourrait être ses oreilles. »« Vous avez tous les deux tort », intervint Marie en riant. « C'est clairement un chat. Regardez cette longue queue. » Ils éclatèrent de rire poursuivant le jeu avec les autres nuages et débattant joyeusement de leur forme. Une activité banale presque insignifiante, mais qui représentait une chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, des moments authentiques de bonheur partagé. En fin d'après-midi, en rentrant à la maison, Emma marchait entre Mathieu et Marie, tenant leurs mains à tous les deux. Par moments, ils la soulevaient ensemble, ce qui faisait éclater la petite fille de rire. C'était la meilleure journée, déclara-t-elle rouge d'excitation et de soleil. Le soir, après le dîner, tandis que Marie lavait la vaisselle et que Mathieu l'essuyait, il réfléchissait à quel point sa vie avait changé. « À quoi penses-tu » demanda Marie, remarquant son silence. « À quel point les choses simples peuvent rendre heureux » répondit-il honnêtement. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à courir après ce que je croyais être le bonheur, l'argent, le succès, la reconnaissance. Maintenant, je vois que le vrai bonheur se trouvait dans des choses que je n'avais jamais su apprécier. » Marie sourit en lui tendant une autre assiette. « Parfois, on doit perdre quelque chose d'important avant de comprendre ce qui compte vraiment, » dit-elle. « Ou trouver quelqu'un qui nous montre un autre chemin, » ajouta Mathieu en pensant à Emma et à la valise perdue qui avait bouleversé le cours de leur vie. L'été passa comme un souffle rempli de petites aventures de sorties aux eaux d'après-midi, à la piscine publique de glacés dégustés sur le perron en regardant le coucher du soleil. Mathieu était présent à chacun de ces moments, équilibrant ses responsabilités d'entreprise avec ce qu'il considérait désormais comme son rôle le plus important, faire partie de la vie d'Emma et de Marie. Un après-midi d'août, Mathieu arriva pour dîner avec une nouvelle excitante. « Vous vous souvenez du terrain vide près du parc? Je viens de l'acheter. »« Pourquoi faire? » demanda Marie, intriguée. « Je vais y construire un centre communautaire. Il y aura une bibliothèque, un espace pour des activités artistiques et des programmes périscolaires pour les enfants qui n'ont nulle part où aller pendant que leurs parents travaillent. » Marie le regarda avec surprise et admiration. « C'est merveilleux, Mathieu. Qu'est-ce qui t'a inspiré? » Mathieu jeta un coup d'œil à Emma, assise à la table de la cuisine, absorbée par son dessin. « Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants comme Emma, intelligents, curieux, pleins de potentiel, qui ont juste besoin d'une chance de quelqu'un qui croit en eux et leur offre des opportunités. » Le projet devint une véritable passion pour Mathieu. Il demanda l'avis d'Emma ce que les enfants aimeraient trouver dans un centre comme celui-ci, et Marie apporta ses suggestions d'ancienne enseignante.
C'était un moyen concret pour Mathieu d'utiliser sa richesse pour quelque chose de plus que l'accumulation, quelque chose qui pouvait réellement changer des vies comme Emma et Marie avaient changé la sienne. Septembre arriva avec la rentrée scolaire d'Emma. Mathieu s'organisa pour être libre ce matin-là et accompagner Emma avec Marie. Emma était nerveuse, mais enthousiaste, vêtue de son uniforme impeccable et portant le nouveau sac à dos offert par Mathieu. « Et si personne ne m'aime ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. « Impossible », répondit Mathieu avec assurance. « Tout le monde va t'adorer. Il suffit d'être toi-même. » Après l'avoir accompagnée en classe et avoir rencontré sa maîtresse, Mathieu et Marie quittèrent l'école ensemble. « Tu crois qu'elle ira bien ?» demanda-t-il surpris de sentir une anxiété presque paternelle. Marie sourit doucement. « Elle sera très bien. Emma est résiliente et adaptable. Elle a dû l'apprendre très tôt. » Le soir, après qu'Emma eut raconté avec enthousiasme sa journée, ses nouveaux amis, la maîtresse gentille, les activités amusantes, ils s'installèrent sur le porche pour profiter de la douceur du soir. Mathieu avait apporté un télescope et ils observèrent la lune et les étoiles. Quand il fut l'heure d'aller dormir, Marie accompagna Emma dans sa chambre, laissant Mathieu seul sur le porche plongé dans ses pensées. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, réfléchissant à quel point sa vision du monde avait changé. Les choses, qui autrefois semblaient si importantes, les acquisitions, les expansions, les records de profit, paraissaient désormais dérisoires face aux petits moments quotidiens de vraie connexion qu'il vivait avec Emma et Marie. Quelques minutes plus tard, Marie revint sur le porche. « Emma demande si tu peux lui lire une histoire pour s'endormir. » Mathieu sourit et entra dans la maison. La chambre d'Emma était chaleureuse, peinte en jaune pâle, avec des étoiles phosphorescentes collées au plafond. La fillette était déjà au lit, serrant contre elle le lapin en chiffon que Marie avait cousu pour elle. « Quelle histoire veux-tu ce soir ?» demanda Mathieu en s'asseyant au bord du lit. « Celle du prince qui apprend que le vrai trésor n'est pas l'or, » répondit Emma sans hésiter. C'était une histoire que Mathieu avait inventée quelques semaines plus tôt, l'histoire d'un prince solitaire qui découvrait la valeur de l'amitié. Il commença à la raconter d'une voix douce, observant les paupières d'Emma devenir de plus en plus lourdes à mesure que le sommeil l'emportait. Lorsqu'il termina, elle était presque endormie. Mathieu se leva avec précaution pour ne pas la réveiller. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, elle l'appela d'une petite voix ensommeillée. « Mathieu. »« Oui, Emma. Tu fais partie de notre famille maintenant. » Un simple constat, dit avec la franchise désarmante d'un enfant. Mathieu sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une émotion si forte, si soudaine, qu'il en perdit brièvement la parole. « Il dut s'efforcer de reprendre contenance. « Je suis très honoré et très reconnaissant. » Emma sourit satisfaite et ferma les yeux glissant doucement dans le sommeil. Mathieu resta un moment immobile à la regarder respirer profondément touché par le pouvoir transformateur que cette petite fille avait eu sur sa vie. Quand il quitta enfin la chambre, il trouva Marie debout dans le couloir. Elle avait entendu. « Elle a raison, tu sais. » dit Marie d'une voix douce. « Tu fais partie de la famille maintenant. » Ses yeux brillaient d'une émotion tranquille. Mathieu réalisa qu'elle aussi avait été transformée, elle, la grand-mère anxieuse et malade, qu'il avait rencontrée autrefois, devenue aujourd'hui une femme sereine, confiante que quoi qu'il arrive, Emma serait aimée et protégée. « Vous m'avez sauvé la vie toutes les deux », avoua Mathieu d'une voix basse mais intense. J'avais tout ce que l'argent peut acheter, et pourtant j'étais vide. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment. Marie sourit et posa doucement une main sur son bras. « Je crois qu'on s'est tous sauvés les uns les autres, » répondit-elle avec sagesse. Plus tard, en conduisant vers sa propre maison, une maison qui, malgré son luxe, n'avait jamais été aussi accueillante que celle d'Emma et de Marie. Mathieu repensa à l'incroyable voyage déclenché par une simple valise perdue. Il était toujours Mathieu Perrin, l'homme d'affaires prospère. Son compte en banque affichait toujours des chiffres impressionnants
et son entreprise tournait mieux que jamais. Mais la vraie richesse, comprit-il, ne se trouvait dans aucun de ses actifs financiers. Elle était dans les samedis matins à faire des crêpes ensemble dans les dessins colorés, collés sur la porte de son réfrigérateur dans les appels du soir. qu'Emma insistait pour lui passer les jours où ils ne se voyaient pas, dans le regard reconnaissant et plein d'affection de Marie, dans les petits rituels et traditions qu'ils avaient construits ensemble. Ils façonnaient quelque chose de précieux et de rare, une famille choisie par le cœur. Mathieu Perrin avait enfin découvert ce que signifiait réellement être riche, et aucune somme d'argent au monde ne pouvait égaler ce trésor-là.